Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique, comme tous les lundis soirs sur Sud Radio de 19h à 19h30. Avec nous pour débattre ce soir, Nicolas Corato. Bonsoir à vous, Nicolas. Bonsoir, Jean-Marie. Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès. C'est publié chez Heredium. Nous sommes également en compagnie d'Éric Vérac. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur Sud Radio, Éric Vérac, fondateur du Courrier des stratèges. Au programme ce soir, Emmanuel Macron a-t-il pris un risque en s'opposant aux médecins? Ces médecins, justement, qui arpentent de nombreux plateaux de télévision et studios de radio pour appeler à un confinement, notamment dans certaines régions très touchées comme l'Île-de-France, le plus fort possible et le plus vite possible pour limiter la flambée des cas de coronavirus et surtout désengorger les hôpitaux qui, dans certaines régions, il faut bien le dire, sont absolument débordés. Souvenez-vous, c'était il y a presque un an, ce sera l'anniversaire demain, anniversaire un peu maussade, il faut bien le reconnaître. Emmanuel Macron apparaissait à la télévision devant tous les Français. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. La mobilisation générale qui allait précéder plusieurs semaines, plusieurs mois de confinement. C'était la première vague. Au bout de cette première vague, 30 000 morts. Les Français qui se pressaient à leurs fenêtres tous les soirs à 20h pour applaudir les soignants et, il faut bien le dire aussi, se tenir compagnie qui n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Depuis quelques semaines, tout a changé. Emmanuel Macron qui repousse le reconfinement auquel tout le monde s'attendait, notamment après les fêtes de Noël. La troisième vague n'a pas donné lieu à un reconfinement généralisé. Un reconfinement le week-end, seulement le week-end, a été acté dans les Alpes-Maritimes et dans la Moselle. Hier, Jean Castex était sur Twitch et il a rappelé d'ailleurs à partir de quel niveau du taux d'incidence ces deux premiers départements avaient été confinés le week-end et à partir de quel stade l'Île-de-France le serait peut-être à son tour. On a démarré dans ces départements quand il était à 400 pour 100 000 habitants. Et là, je sais qu'en Île-de-France, on est un peu en dessous. Il est encore en dessous. Tant que les chiffres ne sont pas atteints, on n'est pas loin, mais enfin, ils ne le sont pas, on ne peut pas prendre exactement les mêmes mesures. Je crois que On ne peut pas encore prendre les mêmes mesures, sauf que l'Île-de-France vient de dépasser le seuil des 400 contaminations pour 100 000 habitants. C'est le fameux taux d'incidence. L'information est tombée en fin de soirée, justement. Et le gouvernement sera probablement amené à reconfiner au moins en partie cette région qui est le poumon économique et politique de ce pays. Est-ce qu'il a pris un risque, Emmanuel Macron, en repoussant l'échéance? Nicolas Corato. Manifestement, il l'a pris, il l'a assumé et d'ailleurs, il l'a revendiqué, ou en tout cas... ses soutiens l'ont revendiqué et ont claironné sur, vous vous souvenez, le coup de poker du président, le pari. Bon, sur le fond, on ne peut pas dire grand-chose parce que, on était tous très rassurés et très contents qu'Emmanuel Macron prenne ce risque et fasse ce coup de poker. 2, moi, j'y connais rien en termes de gestion d'épidémie, donc je pense que là-dessus, il faut rester très très humble. 3, il y a un problème de forme quand même, c'est... Est-ce que c'est tout à fait normal qu'on s'en remette systématiquement depuis un an au mojo, j'ai envie de dire ça, au mojo d'un homme, voilà, à sa perception d'une situation, à ses sensations, à ses sentiments. Vous parlez du président de la République. Oui, un homme pour 65 millions. Voilà. Est-ce que c'est bien normal ce coup de poker, ce pari d'un homme qui va engager tout un pays, quelle que soit la décision qu'il prend? Moi, je ne peux pas la critiquer, j'en ai pas les moyens, mais je me pose une question de gouvernance. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal qu'on remette tous notre destin dans les mains d'une seule personne? Et manifestement, là, il peut avoir tort, non pas d'avoir parlé contre les médecins, mais peut-être d'avoir parlé tout seul. Éric Vérac, la concentration des pouvoirs pointée par Nicolas Corato. Alors, tenez, moi je conteste la formule « nous remettons notre destin entre les mains d'un seul homme ». On remet le choix de se confiner ou pas, de confiner le pays ou pas, entre les mains d'un décideur politique qui a été élu. Ça s'appelle la démocratie. Maintenant, c'est loin d'être notre destin. C'est-à-dire que on ne joue pas notre vie et notre mort à chaque instant selon le bon vouloir d'Emmanuel Macron. Il y a quand même des vies en jeu, Éric. Il y a quelques vies en jeu. Non, il y en a beaucoup. Plus de 90 000. Il y a eu 90 000 vies en jeu. C'est beaucoup. C'est à peu près 2 ans
de cigarettes, hein, c'est à peu près À peu près. En un an, effectivement, et pour une seule raison, avec plus de 4000 personnes qui sont en réanimation actuellement pour la même cause. Éric. Il y a quand même plein de gens qui survivent au Covid. Oui, heureusement. Et il y a plein de gens qui ont eu le Covid qui n'en sont pas morts. Et il y a plein de gens qui se baladent dans les rues sans masque parfois et qui n'attrapent pas le Covid. Donc il ne faut pas imaginer que chaque fois qu'on sort de notre maison, nous sommes en risque de mort. Enfin, on risque plus de mourir en fumant une cigarette, en roulant en voiture ou en attrapant un cancer. Donc vous, en tout cas, si je résume votre pensée, pour vous, le Covid n'est pas si grave que ça. Je précise, Jean-Marie, quand même, je termine quand même en disant que, par exemple, en Italie, qui est un pays sinistré par le Covid, absolument, il y a eu, pour les moins de 50 ans en 2020, une baisse historique de la mortalité. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a eu presque 10% de moins de 50 ans en moins qui sont morts en 2020. Ce qui est possible aussi du fait qu'il y a eu des personnes âgées qui ont eu souffert. Alors ça peut s'expliquer aussi, mon cher Éric Verhaeghe. Ça peut s'expliquer aussi par... 50. Ça peut s'expliquer aussi par le fait justement qu'un certain nombre d'Italiens n'avaient pas le droit de prendre leur voiture pour sortir de chez eux. Du coup, beaucoup moins d'accidents sur la route. On l'a vu aussi en France d'ailleurs. Donc c'est vrai que la vie a été bouleversée. Au-delà de ça, on est confronté, en tout cas le gouvernement et le président de la République au premier chef, est confronté justement à des appels qui sont assez pressants de représentants du corps médical et notamment hospitalier qui lui disent il faut reconfiner. On est presque dans la même situation que le président de la République, Nicolas Corato, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle décision prendre et quelle est la légitimité des uns et des autres pour s'opposer à des médecins. Mais c'est pour ça que moi je parle d'un problème de gouvernance, parce que qui gouverne l'épidémie et le traitement, la gestion de l'épidémie? Est-ce que c'est à un moment, ça a été le conseil scientifique, ça s'est vu très clairement, ça c'était il y a un an. Hein, on a bien vu qu'à ce moment-là, les scientifiques, les médecins avaient une part du pouvoir, en tout cas le rapport de force leur était favorable. On a eu ensuite les hospitaliers, c'est pas complètement le même public. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu les technocrates et les hauts fonctionnaires qui sont en train d'utiliser des usines à gaz. Alors on imagine, là j'ai compris que c'était le préfet d'Île-de-France qui réfléchissait à la manière dont il allait nous reconfiner ou pas, par tranche, par portion ou totalement. Ça pose quand même un problème de gouvernance. J'entends Éric dire que c'est démocratique. En Allemagne, Angela Merkel d'abord est beaucoup moins verbeuse que le président de la République française. Elle s'est adressée 2 fois directement à la nation, contre quelques dizaines pour notre président. Et surtout, quand elle parle dans le cadre d'un Parlement avec des contradicteurs qui lui répondent, qui la mettent en cause, qui lui demandent de s'expliquer. Elle a du répondant démocratique. C'est un régime parlementaire, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas ses décisions seule. Donc si vous pose problème, c'est quoi? Le conseil scientifique, par exemple, qui n'a pas d'existence légale, c'est le conseil de défense qui n'est pas de... Notre gouvernance, elle est complètement mise à sac. Vous avez le conseil scientifique, le conseil de défense, le conseil des ministres dont on se demande à quoi il sert, un parlement qui tourne en rond sur des sujets subalternes, c'est-à-dire qu'on a quand même fait la loi dite contre le séparatisme en pleine épidémie. Est-ce que c'était bien utile d'aller sur ces sujets-là alors que la France connaît une crise sans précédent? À quoi sert le Parlement aujourd'hui? Est-ce qu'il contrôle réellement le gouvernement? Est-ce que des commissions d'enquête sont lancées? Est-ce qu'il y a des votes sur ce qui, par exemple, typiquement ce qui se passe aujourd'hui? Je veux dire, on a le temps entre Twitch et le Conseil de défense, on aurait quand même le temps d'organiser un débat au Parlement. Il y a des choses intéressantes à se dire, des choses contradictoires. On a raison de ne pas être tous d'accord, puisqu'on n'a pas toutes les connaissances sur la gestion de ce virus. Ça manque de débat et de contradictions. Ça manque de débat, de contradictions. Ça manque de démocratie. Éric Verhaeghe. Oui. Ah mais attendez, moi là-dessus, j'adorerais que le Parlement soit un lieu de débat sur l'opportunité de confiner ou pas. Ce que je crains, c'est que l'ensemble de la classe politique française soit choisie pour son incapacité à débattre et à remettre en cause la parole officielle. Et là, cette parole, on en connaît l'essence et la nature. Elle consiste à dire que sans l'État, nous sommes voués au pire risque. Et que si l'État ne prend pas notre vie en main, nous sommes exposés à la mort. Et on connaît cette logique de la technostructure dans laquelle je mets à la fois la haute fonction publique et les élus qui ont besoin de l'argent du peuple pour se nourrir au jour le jour sans travailler. Moi, ce que je crains, en effet, c'est qu'on vive aujourd'hui sous la coupe d'un État qui nous dise « sans nous, vous êtes exposés
aux pires choses, et donc vous avez besoin d'abolir vos libertés et de rentrer dans un système où on vous dicte votre conduite au jour le jour. Et du coup, si je vous comprends bien, Éric Vérag, juste pour rebondir avec vous, Éric Vérag, quand Emmanuel Macron a repoussé l'échéance du confinement qui était appelé par un certain nombre de représentants du corps médical, mais pour une fois, si j'ose dire, vous étiez plutôt d'accord avec lui? Pour une fois, je pense qu'Emmanuel Macron a compris qu'il fallait sortir de la logique des gens qui l'entourent, de cette logique des élites qui parlent, qui confisquent la parole et qui pensent faire notre bien à notre place. Et il a compris que s'il ne voulait pas aller devant un soulèvement populaire extrêmement désagréable, il devait sortir de la logique protectrice des élites et laisser les gens respirer. Et je pense qu'il a fait un choix d'homme d'État qui a été capable de dire à son entourage, à ses conseillers: vous êtes en dehors des clous, vous n'avez rien compris. Ce que vous voulez, c'est infantiliser le peuple, et les Français ne sont pas des enfants. Et je lui reconnais exceptionnellement le mérite sur ce point précis de cette espèce de, ce que Nicolas disait, cette espèce de logorée permanente des élites, mais je me permets de dire à Nicolas que je pense qu'il y participe quand même un peu, bien sûr, qui consiste à expliquer aux gens qu'ils doivent obéir et qu'on sait mieux qu'eux ce qu'ils doivent faire au jour le jour. Oui. Emmanuel Macron a été capable d'envoyer bouler tous ces gens. Exceptionnellement, je dis du bien de lui sur ce point. La réponse de Nicolas Corato. Éric, c'est vrai que quand on ne croit pas à l'existence de la pandémie, ce qui est ton cas, c'est évident qu'effectivement, on ne peut qu'être d'accord avec le président. J'assume le risque que la vie, c'est aussi s'exposer à la mort. Parce que moi, j'ai appris la culture humaniste, Nicolas. Très bien, Éric. Et parlons d'ailleurs sur l'aspect politique. Parlons de vie et de mort et parlons-en politiquement. Le seul juge de paix jusqu'à présent dans la gestion de cette crise épidémique, c'est la capacité des services de réanimation de gérer l'afflux de patients. C'est le seul juge de paix. C'est le seul élément objectif que nous ayons depuis plus d'1 an, depuis que nous sommes confrontés à cette épidémie. Et à chaque fois, c'est la même histoire. C'est-à-dire que la limite que nous nous sommes fixés, parce que nous sommes des civilisations occidentales qui, d'une certaine manière, donnons une importance à la vie, c'est de ne pas laisser mourir des gens sur le trottoir devant les services d'urgence des hôpitaux. Et à chaque fois, quand on arrive à la limite de cette réalité, eh bien, on est obligé de prendre des décisions qui sont drastiques, qui sont difficiles à prendre, qui sont compliquées à faire comprendre, compliquées à faire accepter, mais qui s'imposent aux politiques. Moi, je ne crois pas, contrairement à toi, qu'il y ait une visée autoritaire du politique qui utilise cette crise ou, comme tu le dis, cette pseudo-pandémie dont tu sembles remettre en cause l'existence. Non, il y a des faits qui s'imposent aux politiques et une réalité qui est quand même très très limitée, qui est notre capacité hospitalière à gérer les réanimations. On en est finalement au mois de mars 2021, là où on en était au mois de mars 2020, devant le même constat, nos hôpitaux sont pleins, les services réa sont pleins à craquer, il va falloir faire quelque chose pour éviter l'afflux de patients et surtout le fait de devoir arbitrer, comme disent les médecins, c'est un mot horrible, entre tel ou tel malade par rapport à la vie qu'il faudra sauver. En priorité. Alors heureusement, on n'est pas allé jusqu'à des scènes en Italie. La vidéo avait fait le tour du monde où vous voyez des gens qui étaient intubés dans des services de réanimation qui n'en étaient plus et qui étaient dans les couloirs de l'hôpital près de Bergame, justement parce qu'il n'y avait plus de place dans les chambres. Donc ça a pu être évité. C'était le cas aussi en Angleterre, mais effectivement, on est toujours à plus de 4000 aujourd'hui personnes qui sont actuellement en réanimation. Qu'est-ce qu'on retiendra de l'action du président de la République pendant cette pandémie, Éric Vérag? Je voudrais d'abord réagir sur les chiffres de Nicolas, qui devrait un peu les préciser quand même. Moi, personnellement, depuis mardi dernier, j'annonce le retour du confinement compte tenu de l'engorgement des services de réanimation. Et c'est vrai qu'il y a eu depuis 15 jours une montée du nombre de personnes en réanimation qui n'est pas gérable. Donc moi, ça fait 1 semaine que j'annonce qu'il y aura un retour du confinement. Que vous le sentez venir. Mais il y a une baisse du nombre d'hospitalisations, les hôpitaux ne sont pas pleins, et il y a une baisse du nombre de morts. La particularité, c'est que nous avons plus de cas graves, mais et plus jeunes aussi, d'ailleurs. Et des cas plus jeunes aussi qu'on a en réanimation, plus jeunes qu'avant. Des cas plus jeunes. Donc là-dessus, la réalité est plus contrastée. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'en effet, Emmanuel Macron a, de mon point de vue, fait le bon choix au mois de janvier, puisque, rappelons-nous, dès le mois de décembre, les médecins de la nomenclatura médicale nous expliquaient chaque semaine
qu'il allait y avoir un cataclysme. Et ça fait depuis décembre qu'on nous explique. Alors, au début, c'était les fêtes de fin d'année vont produire une vague, etc. Donc, tous se sont trompés. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que c'était juste de l'erreur. Ce que je pense, c'est que les médecins, en effet, ont pris goût au pouvoir et ont considéré que maintenant, il fallait que tous les Français leur obéissent. Ça fait 2 mois que ces gens-là nous annoncent chaque semaine une catastrophe qui ne s'est pas produite pendant 2 mois. Donc, je remercie les gens, les Français éveillés, qui pensent que la maladie existe, mais qui ne se sentent pas obligés d'être prisonniers du discours cataclysmique fondé sur l'anxiété qui est propagée par des médecins qui sont des charlatans. Alors, vous parlez de quelques médecins, en tout cas ceux que vous avez pu voir et qui vous ont déplu sur les plateaux. Notamment ceux de la PHP qui, toutes les semaines, nous ont dit il va y avoir une catastrophe, ça va être terrible, etc. Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici. Et donc, ces gens-là sont des charlatans. Et donc, sur le fond, je pense que le président de la République a fait œuvre morale, salutaire, d'intérêt public. Et sur ce point précis, capable de se détacher de cette stratégie de la peur qui vise à contrôler la population au nom de vous allez tous mourir si vous ne nous obéissez pas. Je trouve dommage qu'il y ait des gens qui trouvent que mais pas du tout, tout ça est tout à fait normal, la démocratie c'est renoncer aux libertés. Ça c'est totalement aberrant quand même comme discours. Nicolas Corato, justement pour rebondir sur ce que disait Éric Verhaeghe, le Bruno Rioux, directeur médical de crise de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, était chez nos confrères du service public ce matin. Il disait justement, j'entends beaucoup dire, je le cite, qu'une semaine sans confinement est une semaine de gagné. Lui, il n'a pas la même analyse. Il ajoute, pour moi, c'est une semaine de perdu, c'est-à-dire qu'il nous explique que chaque semaine non confinée aggrave la situation, la mortalité, la situation dans les hôpitaux. Est-ce que vous avez la même grille de lecture ? Alors moi, contrairement à Éric Verhaeghe, je ne suis pas devenu épidémiologiste en 12 mois. Donc je suis incapable de vous dire si vos confrères sur la radio de service public ont recueilli un témoignage qui vaut la peine. Moi, je suis en revanche d'accord pour dire qu'il n'y a pas de raison que les médecins ne soient pas pris par le vertige du pouvoir. D'ailleurs, ce qu'on a découvert, ce que les Français ont découvert, c'est une réalité que certains connaissaient, c'est-à-dire que dans la médecine en France, il y a des guerres de chapelle, il y a des rapports de force, il y a des haines inextinguibles, il y a de la concurrence entre le privé et le public. La PHP a une position qui est terriblement dominante, avec une prise de pouvoir sur le reste du système hospitalier qui est très important. Bon, donc tout ça, c'est devenu une réalité qui a été découverte au grand jour et on a découvert effectivement des médecins qui parfois sont pas à la hauteur éthique et à la hauteur de l'intérêt général par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre. Après, est-ce qu'Emmanuel Macron s'est trompé ? C'est intéressant aussi de regarder ce que font les autres pays. Je veux dire, on a un tropisme français. Moi j'entends ce que vous dites et j'aimerais qu'il ait... Encore une fois, je ne le juge pas et je pense en mon fort intérieur qu'il a pris une bonne décision. Emmanuel Mais Macron. je vais vous dire pourquoi, parce que c'est celle que j'attendais moi en tant que citoyen, effectivement, qui suis épris des libertés. Vous n'aviez pas envie d'être confiné. Je suis incapable scientifiquement de dire s'il a raison. Je remarque simplement qu'autour de nous, tout autour de nous, quasiment en Europe, on est revenu plus rapidement qu'en France, à des situations de fermeture, de reconfinement, et qu'effectivement, je ne sais pas si c'est la bonne solution, je vois quand même l'Europe basculer dans le reconfinement. Encore une fois, peut-être que tout le monde se trompe et que nous avons raison, et que notre président, notre guide suprême a raison. J'aimerais le croire, j'aimerais le penser. Je ne suis pas persuadé qu'encore une fois, ce soient les bonnes méthodes pour prendre des décisions. Et en tout cas, c'est vrai que l'Italie, vous citiez les derniers exemples européens, l'Italie, qui est un pays de taille comparable, vient de décider le reconfinement d'une très grande majorité des régions de son pays. J'aimerais vous remercier tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Alors, peut-être nous reverrons-nous physiquement bientôt, je vous le souhaite. En tout cas, Éric Verhaeghe, ou peut-être serons-nous confinés plus tard, on verra aussi. On peut quand même espérer d'ailleurs que la situation cesse de s'aggraver comme elle le fait depuis plusieurs jours. Merci à vous, Éric Verhaeghe, d'être intervenu dans les voies de la politique. Une fois n'est pas coutume, sur Sud Radio, fondateur du Courrier des Stratèges. On vous retrouve d'ailleurs, je le précise, régulièrement dans les débats de notre ami Valérie Expert que vous écoutez tous les jours sur Sud Radio avec Nicolas Corato, parfois entre 11h et midi. Merci à vous, Nicolas. Merci. D'être intervenu sur Sud Radio aussi ce soir, fondateur du think tank Place de la République, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Cette fois, vous retrouvez Stéphane Soumier, c'est sur Sud Radio, et sur Bismart, c'est dans un instant. À tout de suite.